Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Avant de commencer, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir. On a dépassé récemment les 3600 abonnés, voilà, ça fait plaisir. Avant de commencer aussi, pensez à aller voir ma vidéo sur Ikuzanoko, j'ai fait une vidéo en début de semaine dessus, donc voilà, si vous voulez découvrir le nouveau titre de Tetsuo Hara chez Mangetsu, il y a une vidéo dessus. Pensez aussi à aller voir ma vidéo sur le dessous des cases, une nouvelle émission que j'ai mise sur la chaîne, où on parle du premier arc de Kingdom. Voilà, c'était le petit instant pub et autopromo sur mes vidéos sorties récemment. Et on va commencer maintenant. On commence avec Dead Demon Destruction, le dernier tome de la dernière série en date de Inyo Asano qui, de ce que j'ai compris, a commencé un nouveau manga au Japon. Alors je sais pas si c'est un one-shot ou une série longue comme Poon Poon et Dead Demon. Donc pour l'occasion, je me suis relu l'intégralité de la série, donc les 12 tomes de la série, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu Dead Demon parce qu'en fait, typiquement le tome 1, je l'ai avec le bandeau pour l'occasion des 20 ans de Kana, et c'était sorti en 2016. Donc les premiers tomes, je les ai pas lus depuis 6 ans, donc ça fait un petit peu de temps que j'avais pas lu Dead Demon, donc ça m'a fait plaisir de redécouvrir le début parce que, comme j'ai dit, pas relu depuis que c'est sorti. Donc en plus de ça, je trouvais que depuis quelques temps, des fois je lisais les bouquins et je me disais, c'est marrant parce qu'à la base, c'est marqué sur le bandeau, une allégorie moderne décryptant la société japonaise post-Fukushima. Et je trouvais que certains tomes, je voyais plus trop cette allégorie. Donc j'ai relu le début, et l'allégorie dès le début, elle est flagrante. Avec le vaisseau qui est vraiment c'est Fukushima, où c'est au-dessus de nous, ça peut péter, mais on vit comme ça. Il y a des gens qui ne supportent plus de vivre sous cette épée de Damoclès, donc qui quittent Tokyo, typiquement la mère de Kadode qui quitte le Tokyo parce qu'elle en a marre des rayons alpha, alors que on ne sait pas vraiment si c'est dangereux ou pas. On voit ces jeunes qui ont connu la catastrophe quand ils étaient au collège et qui maintenant vivent bon gré mal gré avec ça. Même les aliens, moi j'y vois une allégorie des migrants, des étrangers. Quand on sait que ce qu'il a écrit Asano, typiquement Tempest, avec les personnes âgées qui servent de... Voilà, ils peuvent être tués facilement, qui était une allégorie de comment on traite les Japonais, enfin les personnes âgées au Japon. Je dis, me dire que les aliens qui viennent d'un autre pays, d'une autre planète, c'est des étrangers qui viennent d'un autre pays, qui sont massacrés, c'est un peu le sort qu'on réserve aux migrants au Japon. Je la voyais, alors peut-être que j'extrapole énormément Dead Demon. Et en fait, passé le tome 7-8, quand il y a un gros flashback, la série, qui était déjà un peu de la SF, bascule dans un gros délire SF. Et je trouve que cette allégorie post-Fukushima disparaît un peu pour être purement de la SF. Typiquement, voilà, le fait que Oran voyage dans le temps, etc., qu'après on commence à avoir des boucles temporelles, l'histoire du 32 août, je vois plus forcément où est l'allégorie avec Fukushima. Alors, ça n'en fait pas un mauvais titre, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'Asano a essayé de twister son titre en disant ouais, en fait, depuis le début c'était ça, mais que par rapport à mes attentes, ça fonctionne pas. Voilà, donc Dead Demon n'est pas un mauvais titre. En plus, je trouve que le titre est encore plus intelligent quand on a vu la série jusqu'au bout, parce que Dead, ça fait référence à des personnages qui meurent. Demon, c'est le surnom de Kadode, ça s'appelait Démon quand elle était petite. DDDD, parce qu'il y a beaucoup de D dans le titre. Et Destruction, le tome 11, la destruction de Tokyo. Donc c'est vrai que le titre est hyper intelligent par rapport à ça, et qu'au début faisait un peu rigoler, mais c'est vrai qu'il est très intelligent. Dead Demon, c'est sympa. Mais c'est vrai que si quelqu'un veut découvrir Asano, je te conseillerais beaucoup plus Poon Poon en série longue que Dead Demon qui, pour moi, est un peu plus... soit complexe, peut-être que j'ai des trucs que j'ai pas compris, Après, là, à ce niveau-là, je sais que des fois, Asano, je comprends pas forcément tout du premier coup, et que plusieurs relectures après, je vois des choses que j'avais pas forcément remarquées la première fois. Genre, typiquement, Poon Poon, moi, à chaque relecture, je vois des choses que j'avais pas vues avant. Donc, peut-être que Dead Demon, quand je le relirai dans 2-3 ans, je me dirais « Ah, ok, c'était ça, en fait, ce truc-là !» que j'ai pas forcément vu aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas un mauvais titre, c'est pas mon titre préféré d'Asano. Très clairement, autant les 5-6 premiers tomes, j'adore, autant la deuxième moitié du manga, je suis un peu moins fan comme j'ai dit. Et Poon Poon, si vous voulez découvrir Asano, bonne nuit Poon Poon, et Solanin, qui sont pour moi ces deux meilleurs titres. Solanin un peu plus court, c'est 2 tomes, maintenant il y a un gros intégral de 400 pages, c'est génial franchement, allez lire Poon Poon, allez lire Solanin. Dead Demon si vous êtes curieux, mais je vais moins vous le conseiller. Voilà, clairement, si vous deviez lire un titre de Asano,
Poun Poun, Solanine, je suis clair et net. Normalement, vous l'avez vu ici, je me suis acheté l'anthologie de Jun Mayuzuki, donc ses œuvres de 2007 à 2017. Donc c'est la maman d'Après la pluie et du plus récent Kowloon Générique Romance. Donc alors, il y a un défaut dans cette anthologie, qui sûrement n'est pas dû à Kana, mais dû à l'anthologie japonaise, il n'y a pas de date. Donc on n'arrive pas à savoir quand est-ce que l'auteur, enfin l'autrice, a écrit ça dans sa bibliographie. Alors, je pense que sur Wikipédia, on peut retrouver le one-shot a été écrit en 2008, 2009, 2014, etc. Mais j'aurais bien aimé, tu vois, me dire, ah, ok, ça a été écrit avant la pluie, ça a été écrit entre Après la pluie et Kowloon, ça a été écrit récemment pendant Kowloon, etc. Ça aurait été intéressant. Pareil, c'est dommage de ne pas avoir de petits mots de l'autrice. Post, tu vois, genre avec le recul, fait ah ouais, ça j'ai écrit ça, ouais, je me faisais me faire larguer par mon mec, c'était un connard, etc. Donc j'ai voulu un peu mettre ça dans ce one shot, où genre j'ai perdu quelqu'un, ou j'avais juste envie de faire une histoire un peu rigolote sur une fille qui a un cache-œil. Donc voilà, l'anthologie est sympa. En plus, j'ai un petit tiret avec qui était vraiment très joli, qui représente en fait la couverture alternative, qui est très jolie, mais j'aime bien la couverture avec les Polaroids, où on voit les différents héros, héroïnes des différentes histoires courtes. Alors l'anthologie est pour public averti, parce que c'est vraiment une anthologie, on va dire Peggy 18, parce que il n'y a rien de violent, mais il y a du cul partout. À chaque fois il y a du cul. Alors peut-être pas à chaque histoire, mais il y a toujours une scène, au moins une scène de cul dans chaque one shot, donc forcément c'est pas pour les plus jeunes. C'est assez intéressant parce que là où Après la pluie et Kowloon, peut-être on verra par la suite, mais Après la pluie c'était vraiment une histoire d'amour très... Il y avait rien en fait. Genre c'était une lycéenne qui voulait se taper, qui était amoureuse de son patron, qui avait 40 ans, donc il y avait 20 ans d'écart, et ça aurait pu aller dans des clichés de rom-com japonaise complètement débile, où elle va tout faire pour essayer de le séduire. Non, c'est vraiment classe. Il y a rien, il n'y a pas une main aux fesses, il n'y a pas une culotte, etc. Quand je vois ça, je me dis, alors, elle peut limite faire un hentai, faire une histoire de cul où le mec qui lui saute dessus. Hein. Typiquement, l'histoire avec une femme qui fait des conférences sur le fait que oui, les femmes vont être moins dépendantes des hommes, on doit être des warriors, des amazones, et que d'ailleurs après elle est en train de se faire un triple clic sur elle-même et qu'elle tombe amoureuse d'un mec qui ressemble à Golgo 13. Ouais, voilà, ça aurait pu être ça un petit peu Après la pluie, finalement, si elle avait été un peu plus, on va dire, Peggy 18. Mais voilà, c'est sympa, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est une super anthologie l'occasion de découvrir un petit peu tout ce qu'elle a fait, l'autrice, avant ses œuvres que je connais un peu plus d'elle. Et après, bon, encore une fois, dommage qu'il n'y ait pas de datation et pas de petits commentaires de la part de l'autrice post chaque one-shot. Même le truc peut-être plus intéressant, c'est celle qui se passe, c'est l'image qu'il y a pour le Shikishi. C'est cette histoire de magicienne qui, graphiquement, c'est peut-être son titre le plus ancien, et c'est vraiment particulier, parce qu'on voit vraiment son style, mais encore très maladroit. Vraiment très intéressant, en tout cas, je vous conseille, pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas Jun Mayuzuki, je pense que vous allez peut-être avoir une mauvaise image d'elle. Mais en tout cas, ceux qui connaissent Après la pluie et Kowloon, je pense que pour vous, c'est un achat indispensable. On passe maintenant à Jojo Bizarre Aventure, partie 8, Jojo Lion, donc le tome 25 sur 28. Je sais plus, bon, on est à 2-3 tomes de la fin, de toute façon, on est vraiment... Si cette année on a une publication d'un tome tous les 2 mois, c'est terminé. J'espère qu'on aura l'année prochaine Jojo Land, qui va commencer au mois de février au Japon. J'ai pris édition classique parce que clairement l'édition collector pour le double du prix pour 8 marque-pages. Je suis un pigeon, mais non, faut pas non plus me prendre pour un débile. Ouais, au bout d'un moment, faut arrêter. Des marque-pages qui sont souvent gratuits dans d'autres éditions du même éditeur. Tu m'en fous 8, en plus avec une faute d'orthographe avec Johnny Star. Non, là clairement, non. Tel cours là, vous nous prenez pour des cons. J'espère que vous allez avoir 150 de packs qui vont pas être achetés. Il va falloir faire autre chose avec. Ça vous mettrait bien dans la panade. J'ai vraiment pas du tout aimé. Vraiment, il commence très mal l'année, cet éditeur. Donc, on est toujours sur le méga combat contre le docteur. Pour moi, le boss final de la série. Il y a une grosse explication sur comment naît ces hommes des pierres. Et qui vient jouer avec la partie 7 où on nous parle de la main du diable qu'on avait vu dans la partie 7, mais on voit aussi des personnages, genre typiquement Anya avec ses flèches et le masque de pierre, où plus ou moins on sous-entend que les hommes des pierres de Jojo Lion, c'est plus ou moins les hommes du pilier de Jojo Bizarre Aventure partie 2. Et donc que les vampires c'est plus ou moins aussi un peu une sorte de descendance bizarroïde, parce que forcément le masque est transformé
pseudo-homme du pilier. C'est très intéressant, surtout qu'on avait toujours un petit peu se dire homme des pierres, homme du pilier, ils peuvent vivre pendant 1000 ans en restant dans des cailloux. Voilà, on voyait le rapport avec Cards, Wamu et ACDC, et bah clairement là on confirme ça, bon après 25 tomes, c'est vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, à voir la suite, il reste plus que quelques tomes. Je pense que je me relirai Jojo Lion pour le dernier tome, quand ça sera terminé, pour réapprécier vraiment complètement l'œuvre, parce que vraiment, forcément un rythme de 1 tome tous les 6 mois, des fois tu oublies un petit peu les personnages, qu'est-ce qu'ils deviennent, où ils en sont, au niveau de développement, mais voilà, en tout cas Jojo Lion c'est toujours aussi plaisant. Le deuxième tome de Hentai Kamen sur 5, édition Akata, toujours aussi bien. Alors en plus là, on voit en couverture, il y a un personnage féminin en tenue de Chun-Li, on va dire, en tenue de guerrière kimono chinois, avec la robe qui s'ouvre sur le côté pour donner des coups de pied. Donc c'est l'arrivée dans ce tome-là de 2 nouveaux personnages, 2 frères qui viennent de Chine, qui veulent devenir des grands guerriers, et qui, la fille va tomber amoureux du héros, sous sa forme normale, et c'est un peu Shampoo dans Ranma 1/2, où elle veut absolument se marier avec lui, et lui, il a déjà une fille dont il est amoureux, donc c'est un peu compliqué. La mère dit ouais c'est bon, vous allez vous fiancer, vous êtes, etc., vous dormez dans le même lit, tiens ma gendre, ma belle-fille, m'est tenue comme moi, et genre ils sont H24 en train de montrer leur cul avec leur string, c'est génial, c'est Hentai Kamen, hein, c'est un délire, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, mais j'aime beaucoup le délire, What the fuck, collection What the fuck, parce que ça rentre parfaitement dans la collection What the fuck de Akata. J'aime beaucoup, après il reste plus que 3 tomes, c'est pas le titre de l'année, c'est clairement pas un truc que je peux conseiller à tout le monde, mais voilà, si vous êtes curieux de découvrir une œuvre du Jump qui a marqué les esprits en bien comme en mal, Hentai Kamen, ça reste quand même un titre pour moi emblématique de l'histoire du Shonen Jump, donc à voir si on s'intéresse à ce magazine et au shonen et au manga en règle générale, parce que ça a quand même bouleversé un petit peu le Jump et le shonen en son temps. Je me suis pris le tome 0 de Blame, ou Blame, à la base il s'appelle Noise. En fait, c'est une réédition en format, comme l'édition Perfect qu'on a eu de Blame post-Festival d'Angoulême, où on a vu l'édition intégrale, grand format de Blame, en 6 tomes, vraiment géniaux. Et en fait, moi après ça, je m'étais acheté un peu quasiment tout ce qui était disponible. Donc les Bioméga, les Night of Sidonia, Aposeism et Noise, qui étaient en petit format, sans surcouverture et en sens de lecture français. Et je me suis tâté à me prendre ce tome-là, je dis est-ce que je prends pas, et je dis il n'y en aura pas 36, c'est un seul tome, allez je prends. Je sais qu'il y a Bioméga qui sort cette année, ça par contre je vais passer mon chemin parce que j'ai déjà les Bioméga. Je sais qu'il y a Adabana, par contre je les ai pas, donc je vais peut-être les prendre, qui sont normalement dans ce format-là aussi. Et donc Noise, c'est un one-shot qui est vraiment cool, je vais pas en dire grand chose parce que j'ai pas forcément tout compris au titre. Une histoire d'enquête avec ce personnage-là. C'est marrant parce que la couverture de petit format, ça faisait beaucoup plus médiéval fantastique. Et là, avec cette couverture, on est vraiment plus dans de la SF pure et dure. Le seul petit truc que je pourrais vous dire, alors je sais plus si c'était dans l'édition de Noise, mais j'ai pas souvenir, c'est qu'après l'histoire, on a le droit à la première œuvre publiée de Tsutomu Inoue pour le prix spécial Jiro Taniguchi au concours des 4 saisons de l'été 95. Et ça, pour moi, c'est un inédit. Donc là, j'avoue que j'étais pas au courant. Et quand j'ai lu ça, j'étais une raison de plus de l'avoir acheté. Ça fait plaisir. En tout cas, voilà, Blame, je peux vous conseiller. Petit bémol, il n'y a pas de page couleur. Enfin, il y a des pages couleur au début, mais au plein milieu du bouquin, il y a des pages qui sont en effet gris. Donc c'est des pages couleur qui ont été imprimées en noir et blanc, qui ne sont pas en couleur. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé avoir de la couleur jusqu'au bout, mais bon voilà, c'est petit défaut, mais en tout cas voilà, ça fait plaisir, au moins ça s'harmonisera avec mes 6 tomes de Blame. Je suis très content d'avoir acheté ça. On parle maintenant du tome 47 de Initial D, alors je vais pas en parler pendant très longtemps, juste je vais faire mon coup de gueule habituel sur le dos. On était au courant que Crunchyroll, ayant racheté Kazé, voulait changer la charte graphique des dos, ils avaient dit qu'ils feraient un rétropédalage, finalement ils ont rien fait, et c'est un peu... Alors, au moins on n'a pas un dos noir pour Initial D, ils gardent le dos coloré, mais pourquoi avoir voulu changer toute la charte graphique du dos? Genre, encore une fois, on va pas refaire le débat, hein. Moi, ils m'auraient juste mis ça à la place, j'aurais rien dit, mais le Initial D qui est à l'envers maintenant, qu'ils ont fait un miroir dessus, putain, ça fait chier. Le titre de l'auteur qui prend pas beaucoup de place, ça fait chier. L'image de la couverture, pourquoi? Mais genre, pourquoi? Genre, et en plus, les couvertures de Initial D, sans être méchant, sont pas intéressantes. Genre, c'est des couvertures avec des bagnoles dessus. Genre, toutes les couvertures, c'est quasiment des bagnoles ou des gros plans de personnages. Est-ce qu'on avait besoin d'avoir ça sur les dos? Je ne pense pas. Donc là, vraiment, Crunchyroll, ils font un choix
qui est très bizarre, qui est vraiment chiant. Je vais pas racheter les couvertures, je vais pas me faire livrer 46 couvertures d'Initial D. J'aime très bien les couvertures qu'on a actuellement, donc je pense que le tome 47 et 48, je les mettrai au fond de ma collection et je mettrai les 20 premiers tomes devant et les 20 suivants derrière, et comme ça on verra jamais les 2 derniers tomes qui sont dégueulasses de Initial D. Voilà, petit coup de gueule, en tout cas, je parlerai pas du tome, je dirai pas du bien dessus, voilà, clairement, Crunchyroll, vous attendez pas à ce que j'en parle souvent sur la chaîne, parce que j'ai un peu envie de les blacklister, alors pas dans mes achats, mais au moins sur la chaîne, je vais essayer d'en parler le moins possible. Je parlerai un peu de Chainsaw Man, un peu de Dandadan, et voilà, c'est tout. Les autres titres, poubelles, et encore, peut-être que je vais essayer de les esquiver, ces 2 titres-là, parce que vraiment, j'ai pas envie de leur faire de la pub, même si, à mon petit niveau, ça changera pas grand-chose, mais au moins, j'ai pas envie de leur... Le peu de gens qui me regardent et qui vont dire « Ah, c'est bien ce titre-là », j'ai pas envie de leur donner ce sentiment-là, clairement. On parle maintenant du tome 11 de Twilight Boon Hanako-kun. Alors j'ai pris l'édition classique, j'avais pas forcément envie de me prendre l'édition collector, même s'il y avait un truc sympa dedans, j'ai passé mon chemin. Donc dans le tome 10, on avait fini entre guillemets l'arc Utopie, et qui est pas vraiment terminé. C'est que les chapitres qui s'appellent Utopie ne sont plus là, mais on est toujours dans l'affrontement contre ce fameux mystère de l'école qui contrôle, pas forcément le temps, mais qui peut créer un what if. Et donc voilà, Néné est au courant qu'elle va mourir, que c'est pour ça qu'Hanako avait créé, enfin, lui il voulait rester dans ce monde-là un petit peu fictif, pour essayer de la faire perdurer le plus longtemps possible. Vraiment cool, vraiment toujours aussi cool, Twilight Boon, j'aime toujours autant l'affrontement contre ce mystère-là, dont j'ai oublié le numéro, le 4e mystère de l'école. Voilà, c'était super intéressant de découvrir un peu son origin story, et le fait de comment elle est née, sur le fait que c'est pas un malentendu, mais encore une fois, les gens propagent une rumeur, et on a dit ouais, machin truc, elle est morte, alors qu'en fait, elle était juste à l'hôpital. C'est très intéressant de voir comment des rumeurs peuvent créer des choses à travers le temps et l'histoire. En tout cas, Twilight Boon, toujours aussi bien. On parle maintenant de Dumbbell, combien tu peux soulever. J'ai pris le tome 5 et 6, comme j'ai dit la semaine dernière, je vais parler pendant 4 semaines, une semaine sur 2, soit de Dumbbell, soit de Grand Blue. Donc là, cette semaine, on parle de Dumbbell. Toujours aussi sympa, toujours aussi drôle. J'ai pas grand chose à dire encore une fois. Sur le tome, il y a tout un délire, il y a tout un passage sur le fait que le grand frère de Sakura arrive et qu'il parle en vieux japonais, où il s'exprime un peu comme un chevalier, où il dit oui, typiquement, genre je suis allé apprendre l'économie, enfin les échanges commerciaux dans la ville de l'ancienne capitale, au moment pour dire il a fait une étude de finance à Kyoto. Mais j'adore cette manière de parler où il fait des grandes phrases pour pas dire grand chose, qui c'est en plus un ami de la grande sœur de la meilleure amie de Sakura, et que c'est l'ami rival de leur coach. Voilà, c'est vraiment cool, Dumbbell. Il y a aussi l'arrivée d'un nouveau personnage qui va être sa rivale à elle, une rivale en cosplay. Voilà. C'est sympathique, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Moi j'aime bien, ça me fait vraiment rire Dumbbell, tout qu'on sait que c'est dans l'univers de Kengan Ashura. Ouais, j'aime beaucoup. Et je l'ai dit aussi la semaine dernière, une semaine sur 2 on parlera de Baki, et l'autre semaine de Karakuri Circus. Alors j'ai parlé dans le dernier lecture de l'année 2022, j'ai fait un rapide topo sur les tomes 5 à 8 parce qu'ils s'étaient arrivés avec un petit peu de retard, ce qui fait que j'ai pas pu en parler tout de suite. Donc là je vais essayer de tenir ce rythme de une semaine sur 2 Baki, l'autre semaine Karakuri Circus. Donc dans ce tome là on finissait, on était encore dans un arc avec où Masaru et Shirogane étaient ensemble dans le cirque, et il y avait un peu la réunion avec Narumi, mais une réunion qui se passe pas vraiment comme il faut, parce que finalement ils ne se croisent pas. Ils sont au même endroit, ils sont à 2 cm l'un de l'autre, mais ils se voient pas, donc ils supposent qu'ils sont là, et on repart faire nos trucs. Et ensuite on suit à nouveau Narumi qui part retrouver son maître en Chine, et donc on découvre que son maître il a comme lui le Zenafa, et ça y est, on a sur un truc qui est assez important pour moi dans l'univers de Karakuri, par rapport à ce que je me souviens de l'anime, c'est qu'on a le gros flashback sur les 2 créateurs de la pierre molle et de l'Aquavitae, et donc le rapport avec Francine, tout ça, le fait que ce mec-là soit penché dans un puits et que c'est un peu la conscience maintenant de Narumi parce qu'il a bu les dernières gouttes de l'Aquavitae. Là, il commence à y avoir plein de connexions qui vont commencer à se faire avec les personnages actuels, notamment pourquoi Francine ressemble autant à Shirogane. Voilà, tout ça, ces trucs-là, ça va avoir d'importance dans les prochains tomes. Là, on arrive dans du très très lourd, on est, mine de rien, on approche de la moitié de Karakuri, et je me rends compte que l'anime, encore une fois, je l'avais dit la dernière fois, l'anime a zappé beaucoup de choses, notamment en fait sur les délires de cirque, où ils ont zappé pas mal de choses, pas mal aussi d'histoires par rapport à Narumi et ses péripéties. C'est vrai que typiquement la Chine, pour moi, il n'était même pas allé, où il y va 30 secondes, quoi. Ça dure pas aussi longtemps. Donc à voir, en tout cas, là on va arriver dans des très très gros arcs. Au début, en fait, je voulais parler de tome par tome,
par rapport aux arcs qu'il y a dans les bouquins, mais en fait j'ai remarqué que les arcs vont devenir de plus en plus longs et en fait ils vont pas durer un tome mais genre 4-5 tomes, un peu comme la fin de Moonlight Act où typiquement il y a genre 2-3 arcs, ils font 5-6 tomes. Si je fais ça, bah j'en parlerai une fois tous les mois de Karakuri, donc c'est pas intéressant. Donc j'en parlerai une semaine sur deux, en tout cas voilà, Karakuri c'est toujours aussi bien. Je suis aussi très content d'avoir appris que Mangetsu a acheté le dernier titre en date de Fujita. Est-ce qu'on aura un jour Ushio Totora chez nous? On aurait l'intégralité de sa biographie après des années sans avoir pas eu grand chose à part Moonlight Act était introuvable chez Kazé. Encore eux, hein. Voilà, mais en tout cas, Karakuri Circus, toujours aussi content. Vraiment un très très bon titre, avec une édition qui est génialissime. Je vous conseille toujours autant. Et on finit avec une petite BD, alors en petite, pas vraiment. Peter Pan de Loisel, c'est l'intégrale en 300 pages, si je dis pas de bêtises. 200, ouais, 200, un peu plus de pas loin de 300 pages. Donc Peter Pan de Loisel. Donc Loisel, c'est l'auteur de l'Odyssée de l'Oiseau du Temps. Et l'Oiseau du Temps, c'est une BD d'Heroic Fantasy qui a, de ce que je m'en ai expliqué, un peu contribué à la naissance de Landfust, Landfust de 3, Landfust et tout, etc. Et c'est vrai que j'avais lu L'Oiseau du Temps il y a très longtemps, mais j'ai jamais vraiment pris l'occasion de me les relire et de me les prendre. Et Peter Pan de Loisel, c'était une BD qui m'intéressait depuis très longtemps. J'ai jamais eu, encore une fois, l'occasion de me les prendre. Et là, il y avait l'intégrale. Je me dis, allez, je prends l'intégrale, je vais me lire ça. Donc j'ai lu les 6 tomes qui contiennent cette édition. Et donc en fait, Peter Pan de Loisel, c'est pas l'histoire de Peter Pan, c'est le préquel de l'histoire de Peter Pan, où en fait Peter est encore à Londres, il part dans le pays imaginaire, le Capitaine Crochet a encore sa main, il n'a pas encore se fait couper la main par Peter et donné au crocodile. Peter Pan s'appelle pas encore Peter Pan, on découvre comment il s'appelle Peter Pan dans cette BD, sa rencontre avec Clochette, etc., la création des enfants perdus, son délire avec la mère, et c'est vraiment super bien. Alors, il faut aussi savoir une chose, c'est que la BD a été écrite début 90 et terminée début 2000. Je crois que ça a duré une quinzaine d'années de publication pour 6 tomes. Et en fait, ça se voit parce que les premiers tomes, Peter Pan, il est dégueulasse. Alors, ok, c'est un Britannique, mais il a les chicots dégueulasses. Enfin, il est très moche. Et au fur et à mesure des tomes, et comme il se passe 2-3 ans entre chaque bouquin, l'auteur, il a un peu amélioré son style, il s'est amélioré. Et le passage devient de plus en plus BG. Quand on voit la gueule de Peter Pan sur la couverture, qui a été faite, je pense, pour l'occasion, et le premier tome, tu te dis, ah ouais, là, il y a un gros gap. Hein. Là, il y a vraiment une grosse différence de dessin. Et c'est vraiment bien. Il y a une chose qui est super intéressante dans la BD. Alors là, c'est un très gros spoil. C'est que ça se passe à la fin du 19e siècle. Et ça se passe à l'époque de Jack l'Éventreur. Donc il y a toute une sous-intrigue sur Jack l'Éventreur. Et je me suis renseigné parce que j'avais cette... Il y avait ce petit nez, je me dis, ouais, est-ce que ça serait ça? Alors, rien n'est prouvé, c'est juste une théorie de fan. Mais dans la BD, en fait, Peter Pan, il a un gros problème avec sa mère qui est une grosse connasse. Il y a des histoires avec des prostituées où il les aime pas. Enfin, il a un problème avec les adultes, ce qui contribue au fait qu'il ne veut pas grandir. Et c'est sous-entendu que Jack l'Éventreur, ça serait peut-être lui dans la BD. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui passe, on nous dit c'est lui, il s'appelle Jack et c'est plus ou moins lui qui a tué la personne. Il dit, je m'en souviens pas. Et Peter est juste à côté à chaque fois. Et donc, est-ce que c'est juste le mec qui se souvient pas, ou est-ce que c'est Peter qui tue et lui qui est juste là à chaque fois au mauvais endroit, au mauvais moment? On sait pas. Rien n'a été, alors de ce que j'ai me renseigné un tout petit peu, hein, rien n'a été approuvé par l'auteur en disant oui, c'est ça en fait ce que je voulais raconter. C'est une théorie de fan, mais j'avoue que ça fonctionne bien. Clairement, ça fonctionne bien. En tout cas, Peter Pan de Loisel, je suis très content d'avoir découvert cette BD. Un peu déçu parce que finalement, je pensais qu'on retracerait toute l'histoire de Peter Pan et en fait, c'est juste un préquel. Ça s'arrête limite où Peter il va devant la fenêtre de Wendy, fait toc toc toc, ça va Wendy? J'exagère un petit peu, c'est pas vraiment ça, mais bah, à la limite, après ça, tu as envie de te lire le roman de je ne sais plus comment il s'appelle, le romancier, voilà, le roman Peter Pan, que j'ai en plus, je me suis acheté, et qu'il faut que je me lise un de ces quatre, parce que vraiment, ça m'avait chauffé à lire le roman Peter Pan. Donc voilà, c'était ma vidéo Mes lectures, j'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas, pensez encore une fois à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Et moi, sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!